Donc néanmoins, je vais commencer avec ça. Ok, donc 21 votants et peut-être autant de dormants. Quelles sont les réponses qu'on a eues là? Ouais, bizarre, hein? Quand on vous demande de venir la moitié et vous êtes quoi, 25 dans l'amphi là? C'est ça, hein? Oui, c'est-à-dire 25 dans l'amphi, ben, peut-être l'autre moitié pouvait assister et on ne serait pas plus nombreux que dans l'autre moitié du groupe. Ok, ben, toujours est-il qu'on est comme ça et on suit les consignes loyalement. Ok, donc notre histoire de boîte de cassoulet, elle est contaminée par une bactérie sporulente et on va la chauffer 3 fois de suite à 90 degrés pendant 15 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, les endospores sont tués pendant le premier cycle? Non, personne n'avait fait ça, donc ça c'est correct. Chaque cycle tue une proportion des spores et au bout de 3 cycles, il n'en reste plus rien. Bon, ça, quand j'ai rédigé ça, j'ai essayé de le rendre aussi raisonnable que possible, mais ce n'est pas la bonne réponse, effectivement. Et entre les deux réponses ici, 3 et 4, la plupart des votants ont choisi que, en fait, les endospores survivent parce que 90 degrés n'est pas suffisant pour les tuer. Bah, c'est la deuxième moitié de la phrase est exacte et la première moitié est fausse. Pourquoi? Bah, c'est parce que c'est la réponse 3 qui est la réponse correcte. Bien, et c'est lié avec ça. 90 degrés n'est pas suffisant pour tuer et inactiver des endospores bactériens. Mais si vous vous souvenez bien, pour réveiller un endospore, il faut souvent une étape d'activation qui agresse la tunique externe de l'endospore, soit par la chaleur, soit par une digestion enzymatique des protéines dans la tunique. Donc ici, l'effet du premier tour de chauffement à 90 degrés, première incubation à 90 degrés, bien sûr, n'est pas suffisant pour inactiver ou tuer des endospores, mais c'est un parfait signal d'activation des endospores. Ensuite, pour provoquer la germination, souvent il faut un deuxième signal qui est la présence d'acides aminés, acides gras, sucre dans l'environnement autour de l'endospore. Ben, on est où là? Dans une boîte de cassoulet. Il y a tous les nutriments nécessaires pour subvenir aux besoins de l'être humain dans une boîte de cassoulet, n'est-ce pas? Et c'est pareil pour les bactéries, donc c'est un milieu riche. Donc des acides aminés venant des protéines du cassoulet vont entrer à l'intérieur de l'endospore et provoquer la germination. Donc après le premier tour à 90 degrés pendant 15 minutes, on va activer les endospores, ils vont se mettre à germer et du coup, ce ne sera plus des endospores après, ce sera des bactéries en train de pousser, en train de croître dans la boîte de cassoulet. Et c'est pour ça que dans le deuxième tour, voilà, les endospores sont activés par le premier cycle, puis tués pendant le deuxième et le troisième cycle. Donc à vrai dire, il ne s'agit plus d'endospores dans le deuxième et le troisième cycle. Ce sont des bactéries végétatives qui ne sont pas aussi résistantes à la chaleur que des endospores. Donc c'est ça la réponse 3. Okay. Donc auparavant, il y a peut-être une centaine d'années, c'était un mécanisme de stérilisation de conserve assez répandu qu'on appelait la tyndallisation. Mais ce n'est plus tellement utilisé maintenant, on préfère chauffer à mort et comme ça on est sûr que c'est totalement stérile. Ok, donc ça c'était pour rappel sur la germination des endospores.
Ok, donc on a tout un après-midi de microbiologie et je vois sur vos visages que vous en êtes absolument ravis. Donc la première moitié sera dédiée à essayer de comprendre comment on fait pour identifier les bactéries. Et une fois qu'on les a identifiées, comment on rentre cette identification dans un système de classification. Et de façon générale, on a deux approches pour identifier et classer les bactéries. Donc, la première, qui fait partie de la microbiologie classique, c'est qu'on va essayer de décrire le phénotype des bactéries, une classification phénétique, et c'est basé sur leurs caractéristiques morphologiques, biochimiques, qu'on va les identifier et les classer. Alors, depuis une bonne quarantaine d'années, on dispose du séquençage de l'ADN. Et c'est ça qui donne le deuxième, la deuxième façon d'identifier et de classer les bactéries. Ça, c'est par phylogénie moléculaire. Donc, on va séquencer le génome ou une partie du génome des bactéries, et c'est ça qui va nous permettre de les identifier et de les classer. Donc, puisque la classification phénétique classique a été largement développée avant l'invention du séquençage, ben, les deux techniques ou les deux types d'approches coexistent un petit peu. Et des fois, il y a des incohérences entre les deux systèmes. Donc, la classification phylogénétique des bactéries, si jamais vous voulez savoir quelle bactérie dépend de quelle famille ou de quel ordre, l'ouvrage de référence, c'est Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Et ici, l'objectif, c'est un peu comme pour n'importe quel type d'organisme, de classer les bactéries dans un système linéaire, avec 7 niveaux hiérarchiques dans la classification, allant d'espèces jusqu'à phylum et la règne. Donc, par exemple, on a Shigella dysenteriae ici, et comme pour n'importe quel organisme, chez les bactéries, on utilise la classification binomiale. Donc, le premier nom, c'est une désignation au niveau de du genre, et les deux noms ensemble spécifient l'espèce. Et ensuite, on peut avoir plusieurs genres dans une famille, plusieurs familles dans un ordre, et ainsi de suite. Et comme d'habitude, ok, tout ce qui finit avec ACE, ACI, ça c'est au niveau famille. Tout ce qui finit avec IAL, ce sont les c'est au niveau de l'ordre. Et ensuite, bon, on a des groupements plus élevés qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître tout simplement. Donc, si on considère l'approche phénétique, on veut décrire le phénotype des bactéries, et c'est ça qui va nous permettre de les identifier. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le phénotype d'une bactérie? Donc on a un certain nombre de critères morphologiques pour les distinguer les uns des autres. Donc en microscopie, on a la coloration de gramme plus, gramme moins, la forme de la cellule bactérienne, bacille, coque, présence ou absence de flagelles, et aussi, éventuellement, on va avoir la morphologie des colonies et la présence et la disposition des endospores. Mais ça, c'est une liste relativement courte de caractères morphologiques, même si on ajoute les différentes formes comme les spirochètes ou les vibrions dans les différentes formes de bactéries que l'on peut observer. Donc ça donne une liste de caractères assez courte. Si on veut classer des milliers de souches de bactéries, ça ne va pas suffire, ça. Donc il faut d'autres types de caractères. Et souvent, et dans l'immense majorité des cas, il s'agit de caractères biochimiques. Donc, quelles sources de carbone et d'azote peuvent être mobilisées par la bactérie? Quel est son type trophique? Donc, bactérie photosynthétique ou bactérie qui va utiliser du carbone organique pour la base de son métabolisme.
Est-ce qu'il s'agit d'une bactérie aérobie, anaérobie, etc. Et quelles sont les conditions optimales de croissance de cette bactérie pour le pH, la température, etc. Donc ce sont des différences au niveau de la croissance, de la biochimie des bactéries qui peuvent distinguer différentes espèces au sein d'un genre, par exemple. Et en dehors de ça, on peut aussi utiliser les relations des souches de bactéries avec différentes espèces qui interagissent avec elles. Donc dans la vie de tous les jours d'un bactériologiste, un des problèmes fréquemment rencontrés, c'est que dans un échantillon donné, j'ai fait un étalement de mes bactéries sur une boîte, j'observe plusieurs colonies différentes et je veux savoir ce que j'ai sur ma boîte. Quelle est l'identité de la bactérie sur telle ou telle colonie. Donc ça commence toujours par l'obtention d'une culture pure, souvent en isolant une colonie sur une boîte de gélose. Parce qu'une colonie, ça dérive d'une bactérie qui était tombée sur la gélose là, et donc toutes les bactéries dans la colonie sont identiques. Donc on va prendre une colonie isolée, et la première chose à faire, c'est d'effectuer une coloration de grammes. Et donc ça va nous dire si on a des bacilles ou des coques gram plus ou gram moins. Et en fonction de ces résultats-là, on peut effectuer différents tests d'orientation. Par exemple, sur les bacilles gram moins, on peut effectuer un test d'oxydase qui va nous dire si on est à faire avec des entérobactéries et d'autres gram moins non fastidieuses, ou si on est plutôt avec des pseudomonas, pastorella, etc. Donc, ces tests d'orientation sont suffisants pour proposer une identification au niveau du genre, souvent. Pour aller plus loin et identifier l'espèce, il faut obtenir plus d'informations. Donc, en fonction des résultats des tests d'orientation, on va effectuer des tests supplémentaires. Donc, en TP, vous allez lancer une galerie API. Et une galerie API, c'est une collection de petits tests biochimiques miniaturisés pour savoir si la souche peut utiliser tel ou tel sucre ou si elle possède telle ou telle activité enzymatique. Donc ici, cette souche est le ferment de glucose, le mannitol, mais pas l'inositol. Je dirais que ça, c'est positif pour... Qu'est-ce qu'elle a? C'est une tryptophanase, un truc comme ça. Bon, je ne devrais pas m'aventurer sur ça, il faut que je regarde le truc du test. Okay, négatif pour la production de sulfide. Donc on lit les résultats. Chacun de ces cupules nous donne le résultat d'un test sur les activités biochimiques de la bactérie. Et l'ensemble de ces tests nous permet la lecture de l'ensemble de ces tests nous permet d'obtenir une identification au niveau de l'espèce. Donc ça c'est bien. On peut, à partir d'une colonie isolée, c'est le démarche générale, c'est d'effectuer d'abord coloration de grammes, test d'orientation et puis des tests plus poussés. Une chose qu'il faut néanmoins garder en tête, c'est que même si sur la clé d'identification, on a une structure en arborescence avec les groupes les plus larges en haut et puis les gens et puis les espèces en bas, ce n'est pas une classification phylogénétique. C'est juste une sorte de arbre décisionnel pour l'expérimentateur pour obtenir une identification valable. Il ne faut pas confondre les deux choses. Alors, une technique plus moderne pour identifier les bactéries, c'est d'utiliser la technique de Malditov. Alors, c'est quoi le Malditov? C'est la spectrométrie de masse. Donc, ça, c'est assisté par matrice. Donc, ça, c'est désorption par laser et ionisation. Ça, c'est la partie Maldi. Donc, pour faire ce type de test, on commence toujours
toujours par une colonie isolée. Et on prend un extrait ou juste la colonie toute seule, on étale un petit peu sur la plaque un MALDI. Donc c'est ça, donc chaque petit cercle ici, c'est un échantillon sur la plaque. On place la plaque sous vide et on va venir avec un laser pour zapper chaque échantillon les uns après les autres. Donc le laser va ioniser les macromolécules et les protéines qui sont ici déposées sur la plaque, sur de l'échantillon. Donc puisqu'on est sous vide, ces macromolécules vont s'évaporer et se retrouver en phase gazeuse. Ensuite, elles passent par une sorte de dispositif avec une charge électrique qui va les accélérer. Et ensuite, ça passe dans le détecteur de la spectrométrie de masse. Et le résultat, c'est un spectre comme ça, avec les différentes composantes qui donnent des pics à différents endroits. Alors, comment on va faire pour identifier une bactérie à partir de cette donnée? En fait, les différentes espèces de bactéries possèdent des profils de Malditov qui leur sont propres. Donc, ce n'est pas la peine de savoir quels constituants, quelles protéines donnent tel ou tel pic. On n'a pas besoin de savoir ça. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'avoir passé une tonne d'échantillons de souches connues, identifiées, et enregistrer leur profil Malditov dans une base de données. Et donc, quand on passe un échantillon inconnu par le Malditov, le logiciel de l'appareil va chercher dans sa base de données et il va proposer l'identification en fonction de là où le profil observé pour la souche inconnue est le plus proche d'une des profils dans sa base de données. Et donc, quel est l'avantage de ça? L'avantage, c'est que c'est rapide. Donc, un échantillon, on peut l'analyser en une demi-heure ou 3/4 d'heure. Et avec un système en entier, on peut passer 50 à 200 échantillons et obtenir une identification le jour même. Ça, c'est très important parce que avec les techniques classiques, on a une colonie sur la boîte, on ne sait pas ce qu'elle est, il faut faire des tests d'orientation et ensuite d'autres tests pour identifier le niveau identifier l'espèce. Mais ces deuxièmes tests, comme la galerie API, ça peut prendre 1 ou 2 jours de culture. Tandis qu'ici, on a l'identification le jour même. Donc en microbiologie clinique, ça peut être important, ça peut être très important de savoir si dans le cerveau, on a un méningocoque, et si oui, ou si dans le poumon ou dans le nez de quelqu'un, on a un Streptococcus pneumoniae, et si oui, quelle souche, si c'est une souche pathogène ou pas. Donc si on peut avoir une réponse 1 ou 2 jours plus tôt, ça peut être important pour le traitement. Ok, donc ça c'est l'identification par Malditov. Alors, donc je vais vous reproposer une autre question là, pour voir si vous avez compris l'utilisation de ce type de clé d'identification pour des bactéries. Attends que je ouvre le test, l'activité. Aïe, 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 c'est pas ça. Ok, ça doit aller.
Ouais, ok, c'est bien ça. Ok, on voit. Ok, cool. Ok, donc ça, c'est des votes. Vous voyez, personne n'a choisi l'option 4. Ah, il y a une personne là. C'est bien. Donc, oui, majoritairement, bonne réponse. Une coloration de grammes, test de catalase et autre chose. Parce que coloration de grammes, catalase, ce sont des tests d'orientation. Avec une coloration de grammes, on va voir, ok, j'ai des coques grammes plus. L'organisation en grappes ou en chaînon, c'est pas si évident que ça à voir dans un échantillon réel, donc on ne peut pas se fier à ça, à l'aspect. Donc il faut faire le test de Catala. Donc si on a des coques grammes plus, Catala plus, on a affaire au staphylocoque, probablement. Mais on veut savoir s'il s'agit de Staphylococcus aureus. Et dans ce cas-là, il faut effectuer un autre test, un test supplémentaire, pour avoir une identification au niveau de l'espèce. Bien. Ah, c'est pas ça. Ok. 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 Donc ça, c'est pour des identifications au niveau de l'espèce. Qu'en est-il pour l'identification de souches spécifiques d'une même espèce? Donc ça peut être utile parce que chez de nombreuses bactéries pathogènes, on peut avoir des souches qui sont plus ou moins pathogènes. Escherichia coli, c'est un pathogène opportuniste. L'immense majorité des souches ne sont pas pathogènes. Mais il y en a des souches d'Escherichia coli pathogènes, dangereuses, qui peuvent donner des infections sévères. Et elles sont distinguées par la présence de différents facteurs de virulence chez la souche pathogène et absents chez la majorité des souches commensales. Donc, si on a une Escherichia coli ou un Streptococcus pneumoniae dans un échantillon, chez quelqu'un, on voudrait bien peut-être savoir s'il s'agit d'une souche pathogène ou pas. Donc, on a différentes techniques pour effectuer des identifications au niveau sous-espèce. De temps en temps, on peut utiliser des tests biochimiques, la capacité de fermenter un certain sucre, par exemple. Mais dans la plupart du temps, on va se servir des caractéristiques sérologiques des différentes souches et déterminer quels sont les antigènes K, H et O, c'est-à-dire des antigènes capsulaires, antigènes de flagelle si présents, et antigène O pour les bactéries Gram-. Donc ça va nous donner un sérotype de la souche. À côté de ça, ce que l'on peut faire aussi, c'est de déterminer la présence ou absence de certains gènes. Par exemple, par PCR, donc on peut choisir des amorces spécifiques d'un gène donné, on fait tourner la PCR. Si on a le produit qui sort de la réaction de PCR, ok, notre bactérie est positive pour tel ou tel gène. Et ça peut être une façon de déterminer si oui ou non la souche possède des facteurs de virulence qui vont être directement liés à la pathologie. Donc un exemple que l'on peut obtenir, c'est une identification de souche Escherichia coli O157H7. Donc cette partie-là, c'est le sérotype. Et STX2 positif, qui est son génotype. Et chaque fois qu'on a quelque chose d'écrit en italique comme ça, il s'agit d'un génotype. Donc, cette souche d'Escherichia coli, il possède ces antigènes de LPS et de flagelle et possède la chigotoxine, qui est un facteur de virulence important. Alors, comment on fait pour déterminer le sérotype d'une bactérie?
L'une des tests les plus utilisés, c'est le test d'agglutination avec des billes de latex qui sont recouvertes d'antigènes, d'anticorps plutôt, d'anticorps spécifiques de tel ou tel antigène bactérien. Donc ici, par exemple, dans l'exemple, sur la diapositive, on a 2 souches d'Escherichia coli et on va les incuber avec des billes de latex recouvertes d'anticorps spécifiques de l'antigène O157. Donc comment on fait ça? On prend une partie de la colonie isolée sur la boîte, on le met en suspension et on rajoute une goutte de suspension de billes de latex. On incube à température ambiante pendant 1 minute et on voit ce qui va se passer. Donc pour la souche A, on a 0 interaction entre les billes et les bactéries. Donc elles restent en suspension. Et ça, c'est parce que les bactéries ne possèdent pas l'antigène O157 reconnu par les anticorps sur les billes. Donc ça, c'est un résultat négatif. Et la souche est donc O157 neg. Tandis que la souche B, quand on la mélange avec des billes de latex, les anticorps sur les billes vont se fixer sur l'antigène O157 à la surface des bactéries. Et puisque chaque bille est recouverte de centaines ou des milliers de molécules d'anticorps, une même bille peut avoir des contacts avec plusieurs cellules bactériennes. Et donc ça va former un amas de billes et de cellules qui vont s'agglutiner. Et du coup, ça c'est un résultat positif et la souche est donc O157+. Et donc, on lit ce type de test à l'œil nu. Donc on voit, ça c'est un exemple d'un test négatif. Les billes et les bactéries restent en suspension. Et ça c'est un exemple d'un test positif avec la formation d'agrégats que l'on peut voir. Donc très pratique de faire. On a besoin juste d'une colonie isolée, le réactif qu'on achète chez le fournisseur, et on a le résultat très rapidement sans avoir besoin d'équipement en particulier. OK. Donc ça, c'est pour l'identification au niveau d'espèces et au niveau de sous-espèces. Et avec ce type de test, on peut récupérer une tonne d'informations sur les caractères morphologiques et biochimiques de différentes espèces de bactéries. Alors maintenant, si on veut essayer de classer les bactéries entre elles dans un schéma phylogénétique pour savoir quelle souche est plus proche de quelle autre souche, ce qu'on peut faire, c'est de classer chaque caractère que l'on a mesuré comme absent ou présent chez chaque souche de bactéries. Et ensuite, donc on peut utiliser éventuellement des techniques de cladistique, maximum de parcimonie, pour classer les différentes souches en fonction de l'acquisition ou la perte de tel ou tel caractère. Alors, si vous vous souvenez bien ce qu'on avait vu en L1, les techniques de maximum de parcimonie peuvent être très intensifs en termes de calcul. Et donc, il est utile de pouvoir utiliser aussi des techniques de distance qui sont des algorithmes plus rapides. Donc, il faut trouver le moyen de convertir la présence ou absence de tel ou tel caractère en une sorte de nombre qui nous permettrait de faire tourner des techniques de distance. Et ce que l'on fait dans ce cas-là, c'est de comparer par exemple notre première bactérie X avec le deuxième Y. Et pour chaque caractère qui est présente, qui est partagé par les deux bactéries, on va compter quelque chose dans la case 1 ici. Donc la somme de tous les caractères qui sont présents chez les deux bactéries, ça va nous donner un chiffre ici. Okay, imaginons on mesure 50 caractères, 40 sont présents chez les deux bactéries, on va mettre 40 ici. Ensuite, ce qui est absent chez les deux, on les compte, on met la somme de ces chiffres-là ici.
et les caractères qui sont présents chez l'un et absents chez l'autre vont aller dans les cases B et C. Et ensuite, on va utiliser ça pour nous calculer des coefficients de matching, coefficients de ressemblance si on veut. Soit on fait la somme de A plus D, tout ce qui est présent chez les deux souches, tout ce qui est absent chez les deux souches, et on divise ça par le nombre total de caractères qu'on a regardé. Ou alors, on peut utiliser le coefficient de Jacquard, parce que le fait que quelque chose est absent chez les deux espèces, c'est peut-être pas un bon critère pour les regrouper ensemble. Donc, ce que l'on peut faire, c'est juste tenir compte des caractères qui sont présents au moins chez une des deux souches. Et donc, on va juste ignorer tout ce qui est dans la case D ici. Alors, toujours est-il qu'on a les différents coefficients de matching ou de similitude. Donc, deux souches qui sont totalement identiques. Chaque fois qu'il y a un caractère présent chez l'un ou chez l'un, c'est aussi présent chez l'autre. Chaque fois qu'on a quelque chose d'absent, c'est absent également chez l'autre. Le coefficient de matching sera de 1. Des bactéries, deux souches de bactéries qui sont totalement différentes, elles n'ont absolument rien en commun. Donc on aura 0 ici, dans la case A, on aura un certain nombre d'observations en B et en C. Donc le coefficient Jacquard dans ce cas-là sera 0. Donc on a une échelle qui va de 0 pour des souches qui sont totalement différentes jusqu'à 1 pour des souches qui sont totalement identiques. Donc une fois qu'on a ça, on fait des comparaisons 2 par 2 pour toutes les combinaisons possibles. Et c'est ce qui nous permet de rentrer la matrice de distance ici. Et une fois qu'on a ça, on peut faire tourner nos algorithmes de WPGMA ou de NG pour dériver un phylogramme à partir de ces données dans le tableau. Et donc l'idée, c'est que on va mettre dans le même clade les taxons qui sont le plus proches. Okay, donc on part avec ça et on obtient l'arbre phylogénétique ici. Et l'idée, c'est que ici, ça représente un ancêtre commun relativement récent entre les taxons 1, 2, 3, 5 et 6. Et le taxon 4, il est plus éloigné. Ok, donc ça c'est l'idée. Et c'était un peu la base des efforts un peu systématiques de classer différentes souches de bactéries au sein du même genre et de classer les différents genres au sein d'une famille jusqu'à l'utilisation de beaucoup de techniques de biologie moléculaire. Donc il faut retourner assez loin dans le passé, dans la littérature microbiologique, pour trouver un exemple d'une publication de recherche qui utilise ce type de technique. Donc là, j'ai trouvé cet exemple qui date de 1994, où les microbiologistes en question ils se sont donnés comme objectif de classer les différentes espèces de Neisseria et obtenir un peu la phylogénie des différentes espèces de ce genre. Et le grand problème avec ce type de technique, c'est que si on a des centaines de souches à classer, il faut des centaines de tests pour avoir suffisamment de caractères pour les distinguer. Donc ça, c'est le tableau de leurs résultats avec toutes les souches qu'ils ont classées, et ça, c'est tous les caractères qu'ils ont étudiés. Et ils utilisent ça pour obtenir la matrice de distance, et ensuite la matrice de distance leur a donné ce résultat. Alors, est-ce que c'est raisonnable, le résultat ici? Donc, on a les Neisseria gonorrhea, le gonocoque, groupe A, groupe B, ensemble, ça fait un clade, ok, ça c'est joli. Les Meningitis, les groupes A font un clade, les groupes B font un clade, ok, mais ensuite on a Neisseria cinerea, qui normalement est considérée comme une espèce à part, qui se retrouve ici dans le clade 4. Et ensuite, on a d'autres espèces inoffensives plus loin, mais ça c'est ok. Donc ça c'est un peu une surprise qui sort de cette analyse d'avoir Neisseria cinerea inséré entre les deux groupes de méningocoques A et B.
Donc, grande surprise, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un artefact de l'analyse? Bon, on va voir ça tout à l'heure. Alors, ah non, mais je vais essayer de le faire ici. Voilà. Donc ça, c'est une... Allez, on va aller directement parce qu'en fait, la transition est plus facile. Alors, ici, c'est une étude plus récente, il y a 8 ans néanmoins, où à nouveau, une autre équipe, et ils s'attaquent à la classification des différentes Neisseria par une technique de biologie moléculaire. Donc cette fois-ci, ils vont séquencer 53 protéines, les gènes codant pour 53 protéines du ribosome qui sont présentes chez l'ensemble des espèces. Donc on colle les 53 séquences ensemble et on met ça comme la base de l'alignement et on compte le nombre de différences entre les différentes combinaisons de deux clades les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est l'arbre qu'on observe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau les Neisseria gonorrhea ici. Ça, c'est pareil. Les Meningitidis ici. Mais dans ce groupe-là, Cineria, il est tout. C'est écrit trop petit. C'est ça, là, je pense. Laisse-moi voir. Oui, c'est ça. OK, donc on a une classification qui est différente par rapport à ce qu'on avait vu avec la classification phénétique et probablement la classification moléculaire est plus valable. Parce qu'on a des groupes d'espèces qui sont qui ont des positions dans l'arbre ici qui sont disons plus faciles à croire. Parce que c'est très difficile à croire que en fait pendant tout ce temps-là, les microbiologistes avaient tort de mettre les groupes Meningitidis A et B dans la même espèce et d'exclure Neisseria cinerea. Probablement les microbiologistes avaient raison, cette classification est fausse et cette classification est un meilleur reflet de la réalité. Ok, donc ça c'est une approche phylogénétique par biologie moléculaire appliquée aux bactéries. Donc c'est une approche de MLST, donc de séquençage, de typage par séquençage de multiples locus. Donc on ne va pas se fier à la séquence d'un seul gène pour établir notre classification, on va séquencer plusieurs gènes et c'est ça qui va, on espère, nous permettre d'obtenir une phylogénie qui est correcte. Donc la MLST, c'est une des approches utilisées en phylogénie moléculaire et qui est assez bon pour distinguer différentes espèces de bactéries, les classer trouver leur classement au sein d'un genre et comprendre le classement des différents genres au sein de familles. Selon les gènes que l'on utilise, on peut aussi classer différentes sous-espèces au sein d'une espèce. Assez flexible. Alors, la technique plus ancienne en phylogénie moléculaire, c'était l'hybridation génomique. Donc ça, c'était ce qu'on avait utilisé dès les années 70, avant même de connaître d'avoir inventé le séquençage d'ADN. Et l'idée ici, c'était assez simple. Donc, on prend l'ADN génomique d'une souche A, on va le fixer sur un filtre en nitrocellulose, et on prend l'ADN d'une souche B qu'on extrait, on va le marquer avec un radioélément et on va hybrider les deux ensemble. Ensuite, on va laver notre filtre et on va compter combien de radioactivité, c'est-à-dire dans tout l'ADN génomique de la souche B, est resté collé sur le filtre. Et ça nous donne une mesure quantitative globale de l'homologie de séquence entre les deux souches. Donc ça, c'était la première technique qui a été utilisée. Ça marche assez bien pour distinguer les espèces et les genres. Mais ce n'est pas très flexible. Alors, troisième technique, c'est le séquençage des gènes codants pour l'ARN ribosomal 16S. Et ça marche assez bien pour distinguer éventuellement des espèces, certainement des genres, des familles, et aussi des classements supérieurs, des niveaux supérieurs. Et finalement, il est devenu possible et relativement rapide et pas aussi cher que ça,
de séquencer des génomes entiers de milliers de souches de bactéries, ce qui donne une quantité de données phénoménale et assez riche. Et de plus en plus, on a un peu des classements basés sur le séquençage des génomes entiers. Alors, donc ça, c'était un exemple de MLST. Donc, MLST, ça a marché ici pour classer différentes espèces de Neisseria au sein du genre. Donc, là, OK, jusque ça. Alors, si on essaie de monter un niveau hiérarchique plus important, plus supérieur, ici, c'est une publication de 2012 où on essaye de classer les différentes familles de la classe Bacilli, dont le phylum de bactéries gram plus faible en J7. Donc, chaque taxon ici, c'est une souche de bactéries, et ils ont séquencé, pareil, 53 protéines de ribosome, et ils ont obtenu ce phylogramme non enraciné pour les souches de la classe Bacilli. Globalement, c'est raisonnable, parce qu'on voit que toutes les souches de Streptococcus sont dans un clade, toutes les souches de Staphylococcus forment un clade assez resserré, toutes les souches de Lactobacillus forment un clade, donc c'est raisonnablement bien. Quelqu'un voit un problème là? Dans le groupe 13, Bacillus, 14, 15, Bacillus. Donc soit il y a un problème technique avec la classification et ce clade-là n'est pas bien situé, ou alors les bacillus sont pas vraiment un groupe homogène et il faudrait les casser en deux. Je pense que la plupart des microbiologistes ne sont pas vraiment d'accord pour casser le genre bacillus en deux, et on dirait que probablement cette classification n'est pas exacte. Mais néanmoins, pour la plupart des gens et des familles au sein de la classe Bacilli, ça marche. Okay, dans notre approche MLST, on va séquencer 53 gènes, ça nous donne une phylogénie valable. Une chose que je tiens à vous faire remarquer ici quand même, c'est que Staphylocoque, Streptocoque, ils se ressemblent comme ça au microscope, mais en termes de classement phylogénétique, elles ne sont pas si proches que ça. D'accord? Donc, Streptococcus est plus proche de, je sais pas, Lactobacillus qu'elle est proche de Staphylococcus, par exemple. Bon, en tout cas, ça dépend un petit peu de là où on met la racine, mais bon. Mais néanmoins, OK, au sein d'une classe, ça semble marcher, les MLST. Ça donne des groupes raisonnables. Donc, si on a une souche inconnue d'une bactérie quelconque, on pourrait séquencer les mêmes protéines et on saura la classer quelque part. Okay, et même si on n'a pas isolé la bactérie, elle ne pousse pas, un truc comme ça, même si on a juste les séquences, on pourrait savoir de quoi il s'agit. Alors, qu'en est-il pour classer la totalité des œufs bactéries? Donc là, on a des différents phylums et classes de 2 bactéries. Donc pareil, les séquençages des 53 protéines du ribosome, ou les gènes codants pour ces 53 protéines, et on essaye de classer l'ensemble des œufs bactéries. Donc, je vais vous demander quels sont les groupes qui ont un problème dans ce classement. OK.
Ok, une quarantaine de votes. Donc, qu'est-ce que vous dites? Voilà, donc la plupart disent OK, Clostridia, protéobactéries. Certaines votent pour les actinobactéries ou les bacilli. Ouais, ces deux-là, vous avez raison là. C'est ça. Alors, on va regarder. Alors, donc ça c'est notre phylogramme non enraciné. Et les codes couleurs sont utiles. Donc Clostridia, effectivement, il y en a une partie ici et une partie là-bas. Normalement, toutes les souches qui appartiennent aux classes Clostridia, ou au phylum Clostridia, ils doivent être ensemble. Et donc ça, c'est absolument pas le cas. Et ici, le reste, les spirochetes, epsilon, protéobactéries, chlamydia et tout ça, ce sont des bactéries gram-. Et on se demande bien pourquoi les Clostridia qui sont gram+, sont dans un clade avec toutes les bactéries gram- ici. Donc ça va pas là pour les Clostridia. Et c'est aussi vrai pour les protéobactéria, parce qu'on a les delta-protéobactéries ici, les epsilon ici, ok, bon, on peut le croire, mais les gamma et les bêta sont super loin. Et les alpha, pareil. Donc on a vraiment les protéobactéries que les microbiologistes considèrent appartiennent au même groupe. Là, dans ce classement-là, ils sont totalement à part. Donc il y a des gros problèmes avec ces deux grands groupes. Bacilli et actinobactéries, moi je dirais que non, parce que les bacilli, cette classe de bacilli, elles sont tous ensemble dans le même clade. Tout ce qui est en rouge, là, ça va ensemble, donc ça marche. Et pareil pour les actinobactéries, ça semble marcher raisonnablement bien. Ok, donc l'approche MLST semble rencontrer des problèmes quand on veut établir des relations phylogénétiques entre les grands groupes. Ça ne marche pas très bien. Et on aimerait bien savoir pourtant qui est l'ancêtre de qui partage un ancêtre commun relativement récent. Donc l'autre approche pour ça, c'est de analyser les différences au niveau de la séquence des gènes codants pour l'ARN 16S, c'est-à-dire l'ARN, la petite sous-unité du ribosome. Donc chez la plupart des bactéries, on trouve dans le génome une seule copie de l'opérant qui code pour l'ARN 16S, 23S et 5S. Et l'ARN 16S a des caractéristiques assez intéressantes parce qu'elle est composée de parties conservées, de séquences conservées ici en bleu, avec les régions variables à différents endroits. Donc si on pose des amorces d'oligonucléotides ici et là, on peut amplifier la région variable 3, mais néanmoins la PCR va fonctionner chez toutes les bactéries parce que les séquences autour de cette région variable sont conservées. Donc le même jeu d'amorces va fonctionner pour l'ensemble des bactéries. Donc ça c'est une propriété intéressante, donc on peut faire peut-être plusieurs PCR, on peut faire une PCR sur 5 ou 600 paires de bases allant d'ici jusqu'à là-bas, et une deuxième peut-être allant d'ici jusqu'à là-bas, et un troisième allant d'ici jusqu'à là-bas. On séquence tout ça et on a la séquence de notre ARN 16S avec l'ensemble des régions variables qui vont être utiles pour distinguer les différentes souches des bactéries. Donc ça c'est OK. Donc une fois qu'on a obtenu notre séquence, on met un alignement de séquence et on compte le nombre de différences. Alors ça c'était une façon proposée pour distinguer quand deux souches, ou de décider quand deux souches appartiennent de la même espèce ou pas. Donc c'était une publication en 1994 où les auteurs ont considéré que si on avait plus de 97% d'identité,
il s'agissait de souches de la même espèce, et si on avait plus de 95% d'identité, il s'agissait de deux espèces distinctes mais appartenant au même genre. Donc on peut se demander si ces valeurs-là étaient vraiment valables. Et effectivement, messieurs ou madame Stackelbrandt est revenu 12 ans plus tard avec beaucoup plus de données pour essayer de voir si les chiffres-là tenaient encore la route, et le résultat était pas vraiment, donc il fallait ajuster un petit peu. Donc ça, c'est la dernière publication que j'ai trouvée pour dire, voilà, si on a plus de 98,7% d'identité, il s'agit de deux souches de la même espèce. Bon, toujours est-il qu'on on aura un problème si on a deux souches et on a 98,65% d'identité. On va se demander bien si ça va être, si on doit les classer dans la même espèce ou pas. Donc, néanmoins, ça c'est relativement facile à faire. On cible un seul gène. C'est un gène qui est conservé chez l'ensemble des organismes vivants, qui joue le même rôle dans le fonctionnement de l'organisme. Donc c'est un caractère homologue que l'on peut comparer de façon valable entre différents organismes, et donc et qui ne semble pas être très touché par le transfert latéral de gènes. Et donc, pour comprendre l'évolution de ces grands groupes de bactéries, on peut utiliser la phylogénie basée sur l'ARN 16S pour essayer d'en tirer quelques conclusions. Et donc ça, c'est une phylogramme basé sur l'analyse des séquences de l'ARN 16S, des archéobactéries et de l'ensemble des grands groupes de E-bactéries. Donc on est reconforté parce qu'on a l'ensemble des bactéries Gram- qui sont dans le même clade, et on a un clade sœur qui est composé des Gram+. Une autre chose qui est intéressante, c'est que l'on a les familles de Aquifex et Thermatoga qui semblent être les groupes les plus proches de la racine ici. Donc ça c'est intéressant parce que ces deux groupes-là sont des bactéries qui vivent dans les sources d'eau chaude, dans les conditions extrêmes qui sont donc ce sont des extrémophiles qui poussent à des températures très élevées, comme bon nombre de archéobactéries justement. Et donc si le positionnement ici sur l'arbre phylogénétique est valable, on peut se demander, mais peut-être la première cellule, qui était l'ancêtre des archéobactéries et des eubactéries, vivait dans une source d'eau chaude, un petit peu comme ça, dans un environnement extrême. Donc ça, c'est une hypothèse que l'on peut lancer basée sur ce type d'analyse phylogénétique. Donc ça nous donne quelques indications sur les origines de la vie. Donc une autre question que l'on peut poser avec ce type d'analyse, c'est, OK, les Gram+ et les Gram- sont des clades sœurs ici dans cette analyse-là, mais quel était donc le statut de l'ancêtre commun qui est représenté par le nœud ici? Est-ce que l'état ancestral c'est Gram- ou Gram+? Donc, qui est l'innovation évolutive et qui est l'état archaïque de la paroi de la bactérie? Donc, pour le savoir, bon, c'est intéressant d'avoir ces groupes externes. Donc, on peut se demander qui est Gram+ et qui est Gram- parmi ces différents groupes ici. Alors, Deinococcus thermus possède une membrane externe, mais elle ne possède pas d'ALPS. Donc, ce n'est pas vraiment un Gram-, ça semble être l'évolution de façon indépendante d'une membrane externe. Chloroflexie sont Gram+. Donc ça semble indiquer que l'état ancestral, c'est Gram+. Mais Aquifex, quand on regarde, elle est Gram-. Ce qui cause un gros problème dans l'analyse. Et quand on regarde bien dans le génome d'Aquifex, on voit qu'une bonne partie de son génome appartient ou venait des protéobactéries. Et c'est aussi pareil pour Thermatoga. Thermatoga,
peut-être 25% de son génome, il vient des archéobactéries. Donc ces deux groupes de bactéries ici ne sont pas vraiment des souches pures, ce sont des bactéries en quelque sorte hybrides qui ont intégré énormément de gènes d'autres lignages de bactéries par transfert latéral de gènes. Et il est bien possible que leur position à la base de l'arbre ici est un artefact du fait que ils ont échangé une tonne de gènes avec différentes bactéries et du coup c'est difficile de les classer. Donc notre hypothèse sur l'origine de la vie, elle est peut-être fausse. Parce que peut-être tout ce que ça veut dire, c'est que les bactéries qui vivent ensemble en proximité dans des environnements extrêmes ont une tendance à échanger de matériel génétique. Parce que dans ces sources d'eau chaude, on trouve également beaucoup de protéobactéries et beaucoup d'archéobactéries. Donc le fait qu'on a des génomes qui se trouvent ici sur la racine, proche de la racine, c'est peut-être un artefact. Ceci dit, là on se base uniquement sur les séquences d'ARN 16S. Et ça serait quand même assez exceptionnel qu'on ait une forme recombinante au sein du même gène. Ok, donc ça c'est un petit peu le type de question que l'on peut se poser avec en établissant une phylogénie à grande échelle. Donc pour terminer l'histoire, moi je suis persuadé que l'état ancestral était gram positif, donc parce que on a les chlorophlexis sont clairement gram positifs, les autres c'est un peu difficile de dire. Et ça colle assez bien avec la paroi des grammes positifs étant une structure plus simple. C'est plus facile à imaginer que ça, c'est quelque chose qui était l'état archaïque. Et ensuite, l'évolution de la membrane externe chez les grands moins, c'est ça, c'est l'innovation évolutive. Donc ça, c'est l'état plutôt dérivé. Alors, l'ARN16S, l'autre chose qui sort un petit peu de l'analyse des séquences de l'ARN16S, c'était la comparaison des séquences des ARN de la petite sous-unité du ribosome, ce n'est pas 16S chez les eucaryotes, mais ce qui en est sorti de cette comparaison de séquences dans les années 1970, c'était qu'il y avait des séquences relativement spécifiques aux eubactéries, aux archéobactéries et aux eucaryotes. Et ça a mené au modèle de 3 domaines de la vie. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas vraiment regrouper les archéobactéries ensemble avec des eubactéries, mais qu'il s'agissait vraiment de 2 domaines de vie distincts et qu'on devait vraiment considérer les archéobactéries à part. Et certains microbiologistes, mais je dois dire une minorité, avaient même proposé que le terme prokaryote n'avait plus de sens parce que vraiment les archéobactéries et les eubactéries, ce sont des choses différentes. Et donc, ils ont dit, voilà, on devrait abandonner ce terme-là parce que ça ne reflète pas la réalité biologique. Moi, je suis plutôt de l'avis contraire et je pense que la grande majorité de microbiologistes pensent que le terme prokaryote a encore un sens parce que archéobactéries, eubactéries, ce sont des petits organismes unicellulaires avec des génomes relativement simples qui ont des modes de vie comparables. Et donc, c'est vraiment pas la même chose que les eucaryotes. Et donc, la distinction prokaryote, eucaryote a toujours un sens. Donc ça, c'est une question qu'on pouvait se poser avec cette organisation ou cette idée de 3 domaines de la vie. Mais un autre truc qui sort de là, c'est vraiment la position des eucaryotes, parce que ça, c'est un phylogramme. Et la longueur des branches est censée être proportionnelle au temps écoulé entre les différents nœuds. Ce qui veut dire que, puisqu'on a une branche super longue entre ce nœud-là et l'ensemble des eucaryotes, ça veut dire que les eucaryotes sont des cellules vraiment très très anciennes et elles devaient être présentes même il y a 3 milliards et demi d'années. Or, il n'y a pas de microfossiles d'eucaryotes datant de cette époque-là. Donc là, c'est un petit peu incohérent avec d'autres indications de l'origine de différents groupes d'organismes. Donc on peut se demander, est-ce que cette histoire de 3 domaines de vie est une vraie représentation fidèle d'histoire de vie sur la planète?
Et un des problèmes qu'on avait avec cette classification, dans les années 70 ou même dans les années 80, c'est que on avait énormément d'espèces de bactéries, on avait pas mal d'espèces d'eucaryotes, mais on avait relativement peu d'espèces de archéobactéries pour établir notre phylogénie. Et donc, la forme de cet arbre en 3 grands lobes, c'est peut-être un artefact parce qu'on n'avait pas assez d'échantillonnage des archéobactéries. Donc ça a stimulé un petit peu à comprendre la biologie des archéobactéries et trouver d'autres espèces d'archéobactéries dans différents environnements pour essayer de tester si notre arbre en 3 domaines de vie, est-ce que ça tenait la route si on rajoutait plus de données. Et une des découvertes qui date d'il y a 5 ans était la description d'un nouveau groupe d'archéobactéries que les auteurs ont baptisé les Loci archaeota. Donc c'était un groupe d'archéobactéries identifié par séquençage d'ADN directement sur des sédiments ou sur des échantillons pris autour d'une source d'eau chaude sous la mer dans l'océan Arctique, donc au large de la côte de Norvège. Donc c'est pour ça que c'est Loki, c'est dans le panthéon des dieux vikings. Et quand on effectue une phylogénie, donc avec cet échantillon, sans pouvoir cultiver la bactérie, ils ont réussi à séquencer tout un tas de petits bouts et de les coller ensemble pour obtenir une séquence d'un génome complet ou presque complet pour 3 échantillons distincts. Et quand on rajoutait ces séquences-là dans une analyse en MLST, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'en fait, les eucaryotes sont un clade au sein des archéobactéries. Donc on n'a pas un groupe eucaryote qui est vraiment à part. Et que le voisin le plus proche, ce sont ces Loci archaeota. Donc on a un clade avec des eucaryotes et cette sorte de Loci archaeota, de cette ce nouveau groupe de archéobactéries. Et une autre chose qui était vraiment très intéressante ici, c'est que chez les Loci archaeota, on avait la présence de familles de gènes qui auparavant avaient été retrouvées uniquement chez les cellules eucaryotes, chez les organismes eucaryotes. Par exemple, les protéines escortes et tout ça, ce sont des familles de protéines nécessaires pour le trafic d'organites membranaires, des endosomes et des choses comme ça. Et ce type d'organisme n'existe pas ni chez les bactéries, ni chez les archéobactéries. Et c'est pour ça que les gènes, ces familles de gènes, étaient absentes chez les archéobactéries et les eubactéries, jusqu'à ce qu'on les retrouve chez les Loci archaeota. Donc en fait, les gènes considérés comme uniques et spécifiques aux eucaryotes ne sont pas si uniques que ça. Et avec un meilleur échantillonnage, on peut retrouver leurs traces chez les archéobactéries, spécifiquement chez les Loci archaeota. Donc ça, c'était en 2015. Et donc ça a un peu radicalement secoué le modèle de 3 domaines de la vie. Donc on pourrait toujours se demander, ben oui, mais ça c'est juste des petits bouts d'ADN qui viennent du fond de l'océan. Et c'est faux tout ça, parce que c'est pas vraiment un organisme. C'est l'ordinateur qui a pris des bouts de séquence peut-être d'un organisme eucaryote. Et là, on nous dit que c'est une bactérie, mais en fait, c'est peut-être une cellule eucaryote. Et du coup, c'est tout faux ça. Donc il y avait intérêt à isoler les cellules de Loci archaeota et vraiment les maintenir en culture pour pouvoir les regarder et démontrer que oui, il s'agit bel et bien d'une bactérie qui porte ce génome. Et donc ça, c'était un grand papier publié cette année, c'était déjà en preprint en 2019. Et c'est une équipe japonaise qui a réussi à cultiver et isoler les bactéries, les cellules des Loci archaeota. Alors, ils avaient récupéré des sédiments du fond de l'océan autour d'une de ces sources hydrothermales sous l'océan. Ils les mettaient en culture, manque de bol, pendant 1 mois ou 2 mois, il ne se passe rien. La culture ne pousse pas
Et quand il se met à pousser, bon, bah, ça prend 2 à 3 semaines pour montrer un dédoublement, une génération de dédoublement des bactéries. Donc une manip ici dans ce laboratoire, ça prend 6 mois une manip. C'est pas comme ce qu'on fait en TP, ou même en laboratoire de biomol, on ensemence les bactéries la veille, le lendemain c'est bon. Là on ensemence les bactéries, 3 mois plus tard, c'est toujours pas fini. Donc tout le projet a pris 12 ans, mais néanmoins ils ont réussi à isoler ces cellules de Loki archaeota, séquencer leur génome et avoir des images de quoi ressemblaient ces cellules. Et donc ces archéobactéries sont rondes et ils envoient un petit peu les projections filamenteuses qui établissent des contacts avec d'autres bactéries avec lesquelles elles poussent en symbiose. Donc il n'a pas été possible de les isoler en culture pure, toutes seules elles ne poussent pas, elles doivent pousser ensemble avec un partenaire symbiotique, donc soit un méthanobactérium, soit qui est une archébactérie, soit Allodesulfovibrio qui est une eubactérie. Et actuellement, cette Loki archaeota vit dans un environnement anaérobie. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous connaissez la théorie endosymbiotique pour l'origine des cellules eucaryotes, avec des protéobactéries qui seraient internalisées par une cellule inconnue et les protéobactéries vont devenir la mitochondrie. Et on se posait toujours un peu la question, quelle est l'identité de la deuxième cellule dans ce partenariat? Et le meilleur candidat actuellement, c'est une sorte de Loki archaeota. Et donc ça, c'est un modèle un petit peu pour l'évolution de la cellule eucaryote publié dans ce papier. Donc l'idée, c'est qu'à l'origine, avant la production de dioxygène atmosphérique, les Loki archaeota poussaient en symbiose avec des méthanobactéries ou avec des bactéries sulfureuses, mais avec la production de dioxygène atmosphérique, les protéobactéries commencent à développer un métabolisme capable d'utiliser le dioxygène pour fournir de l'énergie par respiration, et du coup, notre Loki archaeota va commencer à enlacer ses bras autour d'une protéobactérie, et petit à petit, cette association va devenir de plus en plus proche, et c'est un peu ça l'origine de la première cellule eucaryote. Donc un mariage entre un Loki archaeota qui va devenir le noyau et la protéobactérie qui va devenir la mitochondrie. Ok, donc je vais terminer avec quelques questions ou problèmes toujours rencontrés en taxonomie bactérienne. Un des problèmes, c'est la définition des espèces. On ne peut pas appliquer le concept biologique des espèces aux bactéries. Concept écologique d'espèces, ça marche assez bien, ceci dit. Mais pour tout ce qui est phylogénie phénétique basée sur la ressemblance entre différents jeux de caractères, ou même en termes de ressemblance en séquence moléculaire, séquence d'ADN, on n'a pas vraiment des distinctions claires et nettes sur ce qui constitue une espèce. Donc on a dit, voilà, si on a les coefficients de matching qui sont supérieurs à 0,8, les deux souches appartiennent à une même espèce. Pour l'hybridation des génomes, on a un chiffre qu'on peut proposer, et on a vu aussi que pour le séquençage de l'ARN 16S, on a une idée de, voilà, si j'ai plus de 98,7% de l'identité, voilà, les deux souches appartiennent à la même espèce. Toujours un petit peu, on peut se demander, voilà, qu'est-ce qui se passe si on a un résultat avec 69% ici ou 98,5%. Les cas limites ne sont pas vraiment résolus par ça. Il persiste encore quelques incohérences entre le système un peu historique basé sur l'étude des caractères des différentes souches de bactéries, et puis des fois les noms des souches de bactéries qui avaient été donnés par le découvreur et qui sont restés comme ça, malgré le fait que maintenant on sait que c'est pas si net que c'est pas une bonne idée de garder un nom distinct.
Donc un exemple de ça, c'est Shigella et Escherichia. Tous les deux bactéries Gram- qui poussent dans l'intestin. Shigella et Escherichia, actuellement, sont considérés comme deux genres distincts. Mais en termes de leur biologie, leur génome et tout ça, on devrait les réunir dans le même genre et on a différentes espèces au sein du genre. Mais on garde un peu les deux noms parce que, enfin, historiquement, ils étaient découverts il y a très longtemps et tout le monde les appelle comme ça. Donc on a une histoire comme ça avec le Clostridium difficile aussi, qui est un pathogène important dans les hôpitaux. Donc quand les gens qui s'intéressent à la classification bactérienne ou la bactériologie systématique ont regardé le statut des Clostridiens, voilà, ils ont découvert qu'en fait, Clostridium difficile, il n'est pas vraiment Clostridium. Il n'appartient pas à ce genre. Donc ils ont dit, voilà, on va changer le nom et on va l'appeler le Pectoclostridium difficile parce qu'il est dans un genre différent. Et ce qui a fait sursauter l'ensemble des microbiologistes médicaux parce qu'ils ont dit, mais quoi, vous vous en foutez de moi ou quoi? Tout le monde dans les hôpitaux, ils savent que ce truc-là, c'est difficile. C'est dans les histoires, dans les dossiers des patients et tout ça. Et vous n'allez pas nous changer le nom, on paye difficile. Personne ne va savoir ce que c'est votre truc. Et donc les systématistes ont dit, ah, oui, peut-être c'est vrai, ça, on n'avait pas pensé à ça. Et finalement, la solution, c'est de les appeler maintenant le Clostridioides difficile. Donc maintenant, ça marche dans l'historique des patients, infection assez difficile. C'est toujours bon, mais c'est Clostridioides difficile, c'est le nom officiel de cette bactérie pathogène. Et dernière remarque, pour un autre problème, c'est pour comprendre les relations très profondes entre les groupes comme Aquifex, Thermotoga, le dernier ancêtre commun entre les archéobactéries et les eubactéries. C'est extrêmement difficile d'avoir un modèle qui est valable parce que nous, on a peut-être le problème, c'est que nous, on aimerait bien que les choses soient nettes et propres avec des lignages bien distincts, avec quelques rares événements de transfert latéral de gènes dans l'histoire de la vie, mais peut-être c'est pas si propre que ça. Nous, on cherche à imposer un système propre et net sur une réalité biologique qui est en effet beaucoup plus bordélique, avec différents groupes, différentes espèces de bactéries qui sont en train d'échanger d'ADN tout le temps. Et du coup, peut-être pour les événements récents, on peut classer différents lignages, mais pour des événements très reculés dans le temps, on n'arrivera jamais à connaître le vrai arbre phylogénétique parce qu'il n'existe pas. Donc je vais m'arrêter là, on se fait une petite pause et on se retrouve à 15h30. D'accord ?